Alors salut Thierry. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir chez toi pour ce petit entretien. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu l'histoire de l'Alien Project, la chronologie un peu des événements? Alors pour nous ça commence il y a un peu plus d'un an et demi, puisque j'ai été contacté à la fin du mois d'octobre 2016 par le fameux Krawitz, alias euh, Paul Roncero, euh, qui était venu ici à l'Institut Inquari à frapper à la porte avec un ami journaliste de Cusco, avec quelques objets euh, momifiés, un petit corps, une tête de style petit gris, et quelques jours plus tard, une main de trois doigts. Et il nous avait demandé de il voulait notre opinion technique, celle, la mienne, mais aussi celle des archéologues qui travaillent avec l'Institut Inquari. Et puis, il m'avait demandé mon aide pour diffuser l'information. Parce que lui, il était déjà persuadé que c'était vrai. Nous, on avait déjà... Enfin, on pensait que ça avait l'air incroyable, mais on voulait quand même s'assurer que c'était pas une arnaque, quoi. Donc, on s'est pris quelques jours avant de nous décider de rentrer dans l'affaire et de l'aider. Mais à condition que l'on respecte certaines règles qu'il devait accepter, Paul Roncero, sans quoi bon, ben, il repartait et voilà, ça s'arrêtait là. Et les conditions qu'on lui avait posées, c'est une transparence totale et respecter le protocole de l'archéologie moderne. C'était sous cet angle que nous, on voulait traiter l'affaire, notre domaine de compétence. Et quand j'ai eu la conviction intime qu'il pouvait s'agir d'une affaire authentique, je me suis dit qu'en tant que citoyen du monde, je ne pouvais pas garder cette information par devers moi, mais qu'il y avait sûrement des millions de personnes à travers le monde qui recherchaient depuis des décennies cette information, et cette information, elle était peut-être là, à l'Institut Inquari. Donc on a commencé à diffuser l'information à la fin de l'année 2016. Et puis à partir de 2017, on a dû se séparer de Paul Roncero parce qu'il commençait à diffuser des conneries sur Internet, des vidéos qui mêlaient les objets qu'il avait avec des interprétations fantaisistes, bibliques, de la fin du monde, etc., qui allaient décrédibiliser l'affaire. Donc on s'est dit, soit on arrête tout de suite, mais ça avait l'air d'être authentique. Soit on est obligé de se séparer de Paul Roncero, et dans ce cas-là, il fallait qu'on se rattache à la source de Paul Roncero, c'est-à-dire au Wakero qui avait découvert le site à Nazca. On a réussi à contacter Mario. Alors Mario, c'est moi qui l'ai baptisé ainsi pour ne pas avoir à dire dans les interviews le chef des Wakero, etc. C'était un peu désobligeant pour lui, d'autant plus qu'on essayait de s'en faire un pote. Et donc je l'ai baptisé Mario parce que j'ai plusieurs amis qui s'appellent Mario, tout simplement. Et, donc on l'a rencontré en Bolivie la dernière semaine de janvier, et puis ensuite à Puno. Et puis on a essayé de le convaincre de nous donner accès à certaines pièces biologiques. Alors d'abord, il nous montre une entité de 38 cm, puis ensuite des mains, des têtes, et à partir de mars, des corps complets de type petit gris, comme on peut voir dans Rencontre du troisième type par exemple. Et alors on essayait toujours de le convaincre de nous les prêter, que ce soit temporairement même, pour faire des analyses. Et en début de février, c'est le lancement du projet Ulule avec mon ami Alain Bonnet pour nous permettre de financer ces analyses ADN, carbone 14 principalement, mais c'est aussi des radios et financer des voyages à Nazca pour essayer de retrouver Mario, le site, etc.
On a réussi donc mars, avril, mai, juin, juillet à récupérer Alberto, Josefina. Quand j'ai récupéré, c'est on a pu de multiples reprises les examiner, en faire des radios, puis des scanners. Et puis en avril, avec l'arrivée de l'équipe de Gaïa et de Jaime Mossan, que je salue, on a eu accès à Maria, qui a donné un coup d'accélérateur, enfin, qui a changé un peu la nature également de cette affaire, puisque Maria, c'était un être de taille humaine, et avec des traits humains, mais pas tout à fait. Et lorsque Gaïa a diffusé les premières images de Maria, c'était en mi-juin 2017, ça a fait le tour du monde et ça a permis de mondialiser l'affaire de Nazca, ce qui était l'un de nos objectifs de octobre-novembre. On voulait diffuser pour éviter que personne ne puisse confisquer l'information. Et dans ce sens-là, ça a réussi. Et un an plus tard, un an et demi plus tard, on se dit oui, on a réussi ce côté, cet aspect de nos objectifs. Avec Jaime et l'équipe de Gaïa, on a donc pu avoir accès à Maria, puis à Wawita, la petite plutôt, et puis Victoria. On a réussi à avoir d'autres spécimens, ceux de la famille, et puis d'autres en novembre dernier. Bref, parallèlement à cela, nous avons lancé à l'Institut Aikari les premières analyses au Canada, à Porto Rico principalement, et au Pérou. Et parallèlement à nos analyses, Jaime Mossan et Gaïa ont lancé les leurs. Et lors de la conférence du 11 juillet 2017, à laquelle je n'ai pas participé parce qu'on a eu un clash, j'ai eu un clash avec Jaime et Gaïa, on a officialisé les premiers résultats des analyses qu'on avait fait conjointement. Et à cette date, donc du 11 juillet 2017, on a tiré 3 conclusions provisoires. La première, c'est qu'il s'agissait de matériel biologique, il s'agissait de matériel ancien, voire très ancien, et on n'avait pas de preuves flagrantes d'une fraude. Ce qui ne voulait pas dire, et j'insiste, qu'il ne s'agit pas d'une fraude. Alain va me battre, et certains internautes aussi, parce que enfin bref. Et donc, à cette date, on n'avait pas de preuve qu'il s'agissait d'une fraude. Et encore une fois, je répète, il peut s'agir d'une fraude, mais on n'a pas de preuve de cette fraude, même s'il y a quelques anomalies dont je reviendrai plus tard peut-être. Voilà. Alors, depuis cette conférence, on a passé un an à faire des analyses multiples, et on s'est surtout consacré à faire des analyses ADN et carbone 14, du côté de Gaïa et de Jaime Mossan, mais également du côté de l'Institut Aikari. Alors il faut comprendre que ces analyses ADN touchent des matériaux biologiques anciens, voire très anciens, puisqu'on a des dates de plus de 7000 ans. Et puis, donc, plus c'est ancien, plus c'est abîmé. Donc, ça prend du temps. Et si je me limite à mon expérience à l'Institut Aikari, il a fallu à plusieurs reprises extraire des échantillons, les envoyer au Canada ou à Porto Rico, et parfois dans les échantillons envoyés, il n'y avait pas de matériel exploitable, c'est-à-dire pas de séquence ADN de bonne qualité. Donc on nous redemandait de réeffectuer des prélèvements. Tout ceci, ça prend des mois. C'est la raison pour laquelle on a pris plus de temps que moi j'espérais. On espérait faire une première conférence en décembre, début décembre 2017,
Alors on n'était pas prêt parce que les laboratoires avaient besoin d'échantillons, besoin de résultats. Et puis nous, on avait aussi besoin d'argent parce que c'était super, c'est super onéreux. Et vers la fin de l'année, je finançais avec mes propres économies ces analyses. Et puis, et donc ça a pris du temps. En décembre, on a dû reporter de plusieurs mois la conférence. On pensait peut-être la faire vers le mois de mai, vers le mois de juin, mais les analyses étaient encore à venir, des résultats importants que nous attendions. Et donc on l'avait reporté en juillet, le 24 juillet, le 11 et puis ensuite le 24 juillet. Et le 24 juillet, ben, on n'avait pas encore des résultats très importants qui devraient tomber là dans les jours qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle on a dû, à contre-cœur, il y a une dizaine de jours, 2 semaines, reporter la conférence au mois de septembre. On aurait éventuellement pu l'organiser au mois d'août, mais au mois d'août, en Europe et aux États-Unis, c'est les grandes vacances. Et il ne se passe rien, donc il fallait attendre que passe le 15 août, etc. Donc on s'est dit pour la rentrée de septembre. Voilà, voilà où on en est. Et alors on n'a pas encore de date fixe pour le mois de septembre. On attend d'avoir ces résultats pour pouvoir être sûr de ne pas devoir annuler et reporter une fois de plus. Mais ce sera dans le courant du mois de septembre, sans doute après le 15 septembre, quelque chose comme ça. Et le but de la prochaine conférence, c'est de donner des résultats définitifs sur un grand nombre de points de l'affaire de NASCAR. Et quand je dis certains résultats définitifs, ces résultats nous donneront une bonne idée s'il s'agit d'une fraude ou si l'affaire est authentique. On va savoir si, selon moi, on va avoir des résultats de cet ordre-là. Donc, après cette conférence, on aura une idée, encore une fois, s'il s'agit d'un gros fake, comme d'aucuns le disent, ou d'une affaire authentique qui est susceptible de changer l'histoire. Alors bien sûr, on a déjà des résultats ADN très intéressants qu'a présenté Jaime Maussan d'abord en septembre 2017 depuis Barcelone. Des résultats d'ADN portant principalement sur Maria, mais aussi sur Wawita. Et ces résultats, grosso modo, disent que Maria aurait 33% d'ADN Homo sapiens et le reste, alors on parle de 15-20% de matériel d'origine inconnue, enfin plutôt de contamination bactérienne, et le reste ADN inconnu. Voilà. Dans d'autres laboratoires aux États-Unis et en Russie, ils ont fait des analyses ADN et de Maria et de Wawita, et ils arrivent au même résultat. On a une équipe anglaise qui a fait des analyses similaires à la fin de l'année 2017 dans un laboratoire de Sri Lanka, Genetech, et qui arrive à des résultats. Alors on n'a pas les détails, ils ont fait que des analyses préliminaires, mais ils arrivent à des conclusions à, je crois, 95% d'origine primate. Mais alors c'est assez curieux leurs résultats parce qu'ils parlent de Wawita, de Maria, mais aussi de Victoria, avec une origine primate commune ou quelque chose comme ça. Et puis du côté de l'Institut Incari, on a fait des analyses au Canada, à Porto Rico, et les résultats obtenus au Canada, chez PaléoDNA, donnent des résultats très similaires à ceux de Jaime, que nous allons présenter à la conférence de 2018. Et
je dirais aussi que je suis allé visiter Jaime Maussan à Mexico il y a un mois et demi. Et donc on était un peu en froid depuis la conférence de 2017. On s'est rapproché, je dirais pas réconcilié parce qu'on n'était pas brouillé en fait, mais nos relations s'étaient assez distendues. Et donc euh, on s'est réconcilié. Et lorsque je suis rentré à Cusco, j'ai été rejoint par une nouvelle équipe de l'université de la UNAM, c'est-à-dire l'université nationale de Mexico, avec un biologiste, un généticien super pro de cette université. Et ils ont pu refaire des prélèvements. Et ces prélèvements, alors le but c'était de confirmer les analyses précédentes. Et alors ils ont pris toutes les précautions pour faire ces nouveaux prélèvements d'échantillons sur Maria ou Awita principalement. Et on aura les résultats dans le courant du mois d'août et sûrement en même temps que la conférence de septembre de l'Alien Project, à laquelle devrait sans doute s'associer Jaime Maussan et Gaia avec ces nouveaux résultats. Après, je pense que en ce qui concerne l'Institut Inkari, moi personnellement, je désire non pas me retirer de l'affaire de Nazca, mais je pense que dans la mesure où on va annoncer des résultats définitifs, euh, je pense que ce sera la réponse un peu à nos objectifs du départ, à savoir s'il s'agit enfin de déterminer s'il s'agit d'un fake ou s'il s'agit de quelque chose d'authentique. Et on va donc présenter ces résultats et après j'aimerais me recentrer sur mes recherches plus classiques en forêt amazonienne. Tu vois. Et donc ensuite d'ailleurs après ces résultats, je pense pas que ni l'Institut Inkari, ni Jaime, ni Gaia vont aller au-delà des résultats qu'ils ont déjà faits, qui sont extrêmement coûteux. Et après, on tourne en rond. On a des résultats ADN qui sont concordants depuis un an. Tous les résultats vont dans le même sens. Et donc, reprendre des échantillons, c'est abîmer les entités biologiques pour des pouines, puisque dans l'état actuel de la science, on va pas faire dire au laboratoire autre chose que ce que l'on sait déjà. Tu vois. Donc, je pense qu'on s'arrêtera là. Euh, et voilà, donc où on en est à l'heure actuelle. On continue à faire pression sur Mario pour qu'il ne vende pas le matériel à l'étranger. Lui, c'est toujours son but. Hein. Mais il a quand même des yeux, des oreilles. Il voit la température au Pérou et à travers le monde sur l'affaire de Nazca. Il voit les polémiques et on a réussi à intéresser des hommes politiques au Pérou. Et on a pratiquement convaincu Mario de remettre tout ce matériel entre les mains d'une grande institution péruvienne. Et donc j'espère que ça va se faire dans les jours, les semaines qui viennent. On ne sait pas où sont les objets, le matériel biologique. J'ai entendu des publications de l'archéologue César Soriano il y a quelques jours sur Facebook qui pense les avoir localisées, les momies sur Nazca. Il les aurait examinées. Apparemment, il nous dit que c'est en bon état, donc on est plutôt rassuré. Mais puis je fais confiance en Mario. Donc voilà, on espère que tout va se terminer de manière intelligente. Et si au surplus il y a une loi qui officialise la recherche des momies de Nazca, grâce à ce congressiste Armando Villanueva, eh bien, ça serait vraiment fabuleux.
Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à l'Institut Incarie, à Cusco, sur le front de Nazca. Nous, on reste profil bas. On évite de communiquer trop, d'autant plus qu'il y a beaucoup de détracteurs qui nourrissent des polémiques inutiles, mais bon, qui viralisent un peu la toile, etc. Et donc on passe du temps, on perd du temps à leur répondre. Mais également, bon, nous on continue les recherches, à la fois à Incarie, mais également chez nos amis de Tercer Milléniaux et de Gaïa. Justement, est-ce qu'on pourrait revenir un peu pour le grand public, pour qu'il arrive un petit peu à situer quand même les choses, sans trahir les résultats futurs de la prochaine conférence? Est-ce qu'on peut parler un peu des résultats Carbone 14 qui ont déjà été obtenus jusqu'aujourd'hui, Ouais. pour situer un peu chaque entité dans le temps, voilà, pour que les gens arrivent vraiment à se faire une idée de à quel moment ils auraient probablement vécu. Alors, d'abord les mains, les grandes mains. On a eu des datations un peu contradictoires. On a eu des datations de plus de 7000 ans, et puis des datations beaucoup plus récentes, du début de l'ère chrétienne, je crois. Alors ce qui est très intéressant, c'est que l'un des laboratoires que nous avons sollicité à l'Institut Incarie, basé à Porto Rico, nous a transmis il y a quelques semaines des datations des mains qui reprennent les premières datations, c'est-à-dire de plus de 7000 ans, ce qui est tout bonnement incroyable. Une datation de 7000 ans, on a des doutes, mais là c'est la deuxième ou la troisième qui nous donne cette datation de 7700, 7500 ans, etc. Más o menos. Ensuite, on a Maria, Maria qui aurait 1750 ans environ, qui daterait de l'époque des Nazca. On aurait Wawita, qui aurait, si je ne m'abuse, à peu près 800 ans. Et Victoria, qui aurait... on a une fourchette entre 1000, 1100, à peu près 1000 ans, on va dire. Et à l'heure actuelle, on attend de nouveaux résultats d'un laboratoire de Rio de Janeiro qui est en train de terminer la datation de Victoria. En tout cas, de l'échantillon de peau que l'on avait prélevé de Victoria, une peau de type reptilienne. Et je voulais savoir, toujours dans ma recherche de la fraude, s'il s'agissait d'un animal que des Mario ou ses complices auraient prélevé la peau et collé à un corps faux, quoi, fabriqué, et auquel cas on devrait avoir une datation récente. Et si on a une datation ancienne de cette peau, ça pourrait nous orienter vers un corps authentique. En tout cas, ce serait un indice très fort pour démontrer l'authenticité. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que l'on a comme datation, en gros. Pardon. Sur Alberto et Josefina, on n'a pas... Non, on n'a pas... J'ai pas voulu que l'on touche à ces entités biologiques. J'imagine que si une institution péruvienne parvient à récupérer le matériel, ce que je souhaite, hein, ils le feront. J'imagine que l'une des premières choses qu'ils feront, c'est de faire une biopsie à Josefina pour vérifier la nature des œufs, savoir déjà s'il s'agit vraiment d'œufs ou d'autres objets, ou voilà. Et ils feront les analyses. Okay. En tout cas, rien de récent et rien qui, au niveau des datations, qui pourrait nous indiquer une fraude. Tu parlais tout à l'heure d'un politicien qui apparemment a fait un projet pour reconnaître
pour reconnaître l'authenticité, alors non pas l'authenticité des momies, mais au moins situer un intérêt national à l'étude de ces momies. Tout à fait. C'est alors c'est la personne qui est à l'origine de ça, c'est le docteur Raimundo Salas, qui connaissait le congressiste Armando Villanueva, qui est congressiste pour la région de Cusco. Et il avait évidemment entendu parler de l'affaire de Nazca. Il avait déjà de lui-même fait des courriers au ministère de la Culture pour avoir des informations. Et le ministère de la Culture lui avait répondu de manière très similaire, on va dire. Bref, il était resté sur sa faim, il ne savait pas grand-chose. Et le docteur Salas, au début du mois de juillet, nous a organisé une réunion avec Armando Villanueva dans son laboratoire. Et on s'est réunis il y avait le docteur Raimundo, le congressiste, il y avait 3 de ses assistants parlementaires, et puis moi-même. Et on s'est parlé, on a discuté pendant 2-3 heures, et il était très intéressé. Et je me souviens que l'un des arguments qui l'a convaincu de la nécessité de faire cette loi, c'est l'argument suivant. Quand l'Institut Incarie s'est lancé dans cette affaire de Nazca, moi je me suis dit, s'il y a une chance sur 1 million que ce soit vrai, ça veut dire qu'il y a une chance. Et donc ça va, compte tenu des implications historiques, culturelles, religieuses de cette affaire, ça valait la peine de se risquer à investiguer le cas. Une chance sur 1 million. Et lui, il a trouvé l'argument sensé. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est extraterrestre, contrairement à ce que veulent me faire dire les détracteurs. Nous, depuis le début, on est vraiment entre les partisans et les pourfendeurs, et nous, on veut savoir, on essaie d'être objectif. Et mon ami Michel Ribardière, que je salue, me dit, tu es un sceptique constructif. Et je trouve que c'est une bonne définition. Et donc, cet argument a convaincu le congressiste Villanueva, et comme tu l'as dit, il a proposé pas de nous aider nous, parce que ça nous dépasse, ça dépasse une vie humaine. Et il a donc fait cette proposition de loi déclarant d'intérêt national la recherche sur les momies de Nazca. De savoir s'il s'agit de corps authentiques ou non, et de savoir dans la zone de Nazca où pourrait se situer le site et son étude, et peut-être sa protection, puisque d'après ce qu'on a entendu, le site pourrait encore être actif, et donc il faudrait protéger les personnes qui vivent à l'intérieur. Et si ma mémoire est bonne, je crois que le texte est composé de plusieurs petits chapitres. Est-ce que tu as en mémoire un peu Non, je me souviens plus du détail. Mais donc en gros, c'est d'étudier, c'est permettre la récupération du matériel biologique et son étude. Alors la récupération, ça veut dire évidemment convaincre Mario de laisser le matériel. Et donc, nous, ça fait 1 an et demi qu'on est là-dedans, qu'on essaye de convaincre Mario de donner ce matériel qui n'a pas de valeur, qui ne lui appartient pas plus qu'à toi, pas plus qu'à moi, qui n'appartient qu'à l'humanité, si c'est authentique. Et donc, c'est l'un des aspects de cette loi, de ce projet de loi. Voilà. Et alors, si ça se fait, ça sera sans doute un événement historique
il y a très peu de pays à travers l'histoire, et non seulement l'histoire de l'ufologie, mais l'histoire humaine, qui ait eu à organiser une commission pour plancher sur un cas de ce type. Et donc on n'est pas peu fiers aussi de ça, parce que c'est quand même un peu grâce à l'Institut Incarri. Donc c'est quand même, grosso modo, depuis le mois d'octobre 2016, pour boucler la boucle de ta première question, on est quand même assez content, pas content mais un peu satisfait du résultat auquel on est parvenu aujourd'hui, parce qu'on est vraiment sur le point d'avoir des réponses définitives, et c'est une affaire qui a une diffusion planétaire, et on espère on espère que ce soit authentique, mais on n'en est pas sûr. On a les résultats ADN, mais il y a encore des résultats à attendre. Après, naturellement, si jamais cette commission se réunit, enfin le Congrès accepte de voter cette loi, et donc ensuite les entités seront vraiment analysées, je pense, par des institutions péruviennes, et on aura peut-être comme résultat quelque chose qui atteste du patrimoine péruvien, c'est-à-dire que partout dans le monde des découvertes ont été faites, et par le passé ont été pillées elles aussi, et là effectivement ce sera peut-être le moment de reconnaître ce patrimoine péruvien extrêmement riche, que ce soit de Nazca ou que ce soit à travers les Paracas, et là c'est vraiment un événement vraiment d'ordre mondial qui peut émerger de ça. Si c'est authentique, ça sera vraiment au crédit du Pérou, qui va montrer le chemin vers l'information, cette fameuse information que des millions de personnes attendent depuis des décennies, qui ne vient toujours pas, mais ça peut être la première marche. Et c'est vrai, comme tu le dis, que c'est pas non seulement cette affaire de Nazca qui est transcendantale, si on peut l'authentifier, mais c'est aussi tout un ensemble. Si on la replace si on la replace dans son contexte historique et culturel, il y a non seulement les crânes de Paracas, mais il y a des crânes allongés un peu partout en Amérique du Sud, il y en a en Bolivie. Tu es allé au musée du Coricancha à Cusco et tu as vu des crânes allongés, certains trépanés, et même deux de ces crânes qui ont des sutures ici sur la plaque, qui ont deux plaques frontales, alors que l'Homo sapiens n'a qu'une plaque. Et il y a deux crânes comme ça au musée du Coricancha, donc on peut difficilement dire que c'est une mutation ou un accident, etc. Ça devrait interroger, je ne comprends pas d'ailleurs, entre parenthèses, comment il n'y a pas encore d'analyse ADN ou des analyses plus poussées sur ces crânes de Cusco allongés, parce que ça a l'air super intéressant d'un point de vue historique et sous l'angle de l'affaire de Nazca. Et puis il y a toute cette iconographie dans la région de Nazca, Paracas, avec les géoglyphes de Nazca, dont des géoglyphes de tridactyles. On voit des êtres tridactyles sur des roches en pétroglyphes, sur des tissus, sur des céramiques. Bref, on a vraiment l'impression que sur cette partie de l'Amérique du Sud, dans cette partie du monde, il s'est passé quelque chose d'important à un moment donné de l'histoire, il y a 2000 ans, ou il y a 5000 ans, on ne sait pas. Et on a vraiment l'impression que la région a connu un contact avec un peuple venu des étoiles. Et peut-être se sont-ils livrés, mais là c'est des supputations, moi j'ai aucune preuve. Enfin j'ai aucune preuve, si on a des éléments, mais je ne suis pas scientifique pour l'attester. On a l'impression qu'il y a eu des hybridations, des mélanges de races, entre des races halogènes et des races exogènes.